Alors, on peut se demander maintenant si la Cour européenne des droits de l'homme réagit de la même manière à ce sujet-là. Non, on va passer aux grandes juridictions. On va prendre l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, elle applique la Convention européenne des droits de l'homme qui a été conclue en 1950 au sein du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, c'est plus large que l'Union européenne, c'est tous les États de l'Union européenne, mais c'est 47 États qui comportent aussi bien la Russie, l'Ukraine, la Turquie, donc c'est large. Et cette Cour européenne des droits de l'homme, elle est censée appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que les États se sont engagés à respecter les droits de l'homme. Et s'ils ne les respectent pas, si un citoyen porte plainte en disant « mon État n'a pas respecté les droits de l'homme », l'État peut se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg. Alors dans ce cas-ci, je vais commencer par un arrêt qui est un arrêt exemplaire, qui a fait beaucoup de bruit. Et puis, au fond, je ferai la même chose pour la Cour suprême des États-Unis. Et puis, on verra comment les choses sont envisagées. Elles sont envisagées, vous allez le voir, de façon fort différente. Dans ce cas-ci, le cas de la Cour européenne des droits de l'homme, il s'agit d'un arrêt de 1994 qui s'appelle Otto Preminger contre Autriche. Donc c'est typiquement une association, Otto Preminger Institut, qui diffuse du cinéma difficile, du cinéma d'art et d'essai, du cinéma qui n'est pas montré dans les grandes salles. Bon. Et cette association considère qu'elle a été lésée par l'Autriche, puisque ça va devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc que l'Autriche a violé la Convention européenne des droits de l'homme. Comment ? Eh bien, bon, en fait, il s'agit d'une affaire qui date d'un siècle. À la fin du XIXe siècle, ce qui arrivait, un écrivain qui s'appelait Oskar Panizza avait écrit une pièce, Le Concile d'Hambourg, qu'il n'a jamais pu montrer, parce qu'il a été condamné pour blasphème quand on a lu le texte de la pièce. Et pourquoi? Parce que c'était une pièce, effectivement, qui présentait Dieu le Père comme un vieillard sénile, Jésus comme un adolescent mentalement retardé, Marie comme une prostituée, il y avait un concile qui se réunissait, on voulait punir l'humanité de ses péchés, donc on répandait la syphilis dans l'humanité, maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui ce serait peut-être le sida. Donc évidemment la pièce à l'époque était considérée comme alors blasphématoire, parce que traiter des figures sacrées comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Marie, les papes, les conciles de cette manière-là, c'était sans doute à juste titre considéré comme blasphématoire. Je dis à juste titre parce que le problème n'est pas de savoir si c'est blasphématoire ou non, le problème est de savoir si le blasphème doit être permis ou réprimé. C'est ça la question. Alors, à la fin du XXe siècle, dans les années 1980, un cinéaste allemand, Werner Schröter, qui vient de mourir, il est mort récemment, décide de faire un film là-dessus, parce que c'est une belle histoire. Il veut raconter l'histoire de Panizza. Mais en racontant l'histoire de Panizza, il donne beaucoup de place au procès. Le procès est tout à fait central. Et comment raconter le procès si on ne montre pas la pièce, puisque la pièce est l'objet du procès, sinon personne ne comprendra rien. Donc vous avez un film dans lequel vous avez la pièce blasphématoire, dans son entier. Et d'ailleurs, le film est montré dans un certain nombre de villes, en Allemagne, même en Autriche, à Vienne. Et puis il arrive à Innsbruck, dans l'ouest de l'Autriche, au Tyrol, très catholique. Et là, bon, les évêques apprennent que le film va être montré et les évêques se rappellent surtout qu'il existe une loi contre le blasphème en Autriche. Et donc ils veulent l'appliquer. C'est pas très difficile, étant donné le contenu que je viens de vous décrire. Et donc l'association Otto Preminger est condamnée, elle perd en Autriche parce que vous prenez le Concile d'Hambourg, vous prenez la loi anti-blasphème, il n'y a pas photo, c'est assez facile à résoudre. Mais l'association se dit, je vais porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que l'Autriche, elle a signé la Convention européenne des droits de l'homme. Et je vais dire qu'ils ont violé la liberté d'expression de l'association Otto Preminger, parce que rien n'indique dans la Convention européenne des droits de l'homme que l'on peut censurer une expression pour blasphème. La Convention européenne des droits de l'homme, elle respecte les droits de l'homme, pas les droits de Dieu. Et donc ils portent l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, et à l'étonnement de certains, de beaucoup, qui observateurs de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme donne raison à l'Autriche. Elle dit que l'Autriche n'a pas violé la Convention en censurant le film Le Concile d'Hambourg. Et elle utilise un argument qui était déjà présent dans l'affaire de Genève, qui est d'ailleurs à peu près contemporaine, elles ont suivi des voies différentes, mais c'est à peu près contemporain. Elle dit que quand les propos ou les images sont gratuitement offensantes pour les croyants, ça veut dire vraiment beaucoup trop offensants sans nécessité, c'est le juge qui dit ça. Bon. Quand ils sont gratuitement offensants et au fond qui ne contribuent pas à un débat d'intérêt public, autrement dit, vous auriez pu dire les choses autrement, eh bien, l'État peut prendre des mesures de limitation et l'Autriche a eu raison de le faire. Ça a scandalisé beaucoup de commentateurs.
Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut parler de propos gratuitement offensants, supposons qu'on l'accepte. Eh bien, l'argument du public captif dont j'ai parlé à propos de l'affaire de Genève est un argument qui peut être répété. C'est vrai qu'entre le public captif, c'est-à-dire le public qui passe quelque part et qui voit des choses sans l'avoir voulu, par opposition au public volontaire qui va voir un film, il peut ne pas aimer, il peut aussi sortir de la salle, bien sûr, il peut essayer de se faire rembourser, ce qui est plus difficile. Mais bon, ce qui est caractéristique, c'est qu'il existe un espace intermédiaire. Parce que pour un livre, pour une pièce ou pour un film, il faut bien que vous les fassiez connaître. Alors si la publicité est tapageuse, quelque part, si vous faites une publicité très tapageuse d'une pièce ou d'un film ou d'un livre très, très blasphématoire dans le métro, vous arrivez au même résultat. Donc la publicité doit dire, mais doit informer, mais doit être relativement modeste. Et l'association de Preminger, elle avait simplement distribué dans les librairies des petits textes dans lesquels elle avertissait d'ailleurs que ça pourrait choquer les catholiques, et c'était donné à 10 h du soir dans une salle périphérique, c'était interdit aux adolescents de moins de 17 ans, elle avait pris toutes ces précautions. Et pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme dit que ça choque gratuitement les croyants. Aucun croyant ne s'est plaint d'ailleurs. Les évêques, mais ça, ils sont dans leur rôle hiérarchique. Bon. Et donc, quelque part, il y a ici une sorte de sophisme de nouveau, c'est-à-dire cette façon de considérer que l'on offense gratuitement les croyants, alors qu'aucun croyant, sauf acte de volonté de sa part, ne sera confronté à la pièce, c'est-à-dire à l'objet choquant.